Voilà, donc vous êtes nombreux à déjà vous joindre à nous. Bonjour, c'est Pierre Dutaré de l'IBO. Bienvenue sur ce webinaire exceptionnel avec comme sujet comment financer sa startup. Alors, on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Ce que je vous invite à faire, c'est de nous dire si vous nous entendez dans le chat. En français, c'est conversation. Donc, si vous êtes là, vous pouvez envoyer un message et nous dire « Hello, j'entends bien », nous confirmer que tout est OK. Super. Et donc, on a Lise, Arnaud, Valérie, Margot. Alors, beaucoup de gens qui répondent. Super, merci, c'est top. Merci de vous joindre à nous donc, pour ce webinaire exceptionnel. On va encore attendre quelques minutes que l'ensemble des gens qui se sont inscrits se connectent. Alors, on est content de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes nombreux à vous joindre à nous. On est plus de 250 déjà. Alors, pour la suite du webinaire, donc plusieurs intervenants exceptionnels de la BPI, du médiateur des entreprises et de la Banque de France vont présenter un petit peu les dispositifs exceptionnels mis en place pour faire face à cette crise. D'un point de vue logistique, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser le Q&A ou le Q&R pour poser vos questions. Ces questions seront répondues en direct ou elles seront répondues par écrit dans une synthèse qui vous sera adressée après le webinaire. Et les questions seront posées par thème, donc après l'intervention de la BPI, après l'intervention du médiateur des entreprises et après l'intervention de la Banque de France. Vous pourrez poser les questions aux spécialistes qui nous font l'honneur aujourd'hui de se joindre à nous. Et donc, je vais pouvoir laisser la parole à Déborah pour qu'elle nous présente un petit peu le contexte de ce webinaire exceptionnel. Merci beaucoup Pierre, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Déborah Leuil, je suis journaliste en charge des startups aux Échos. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. On a tous eu 10 jours particulièrement chargés. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, hein. Vous savez que les startups sont aussi très touchées par cette crise. Il y a d'une part la perte de revenus pour certaines dont l'activité est directement ou indirectement touchée. Et il y a d'autre part le fait qu'on va devoir s'attendre à un coup de frein sur les levées qui étaient croissantes là, depuis quelques années dans la French Tech. Pour soutenir les startups, de nombreuses mesures ont été annoncées par les pouvoirs publics. Au total, donc c'est 4 milliards qui vont être alloués au soutien des startups. C'est ce qu'a annoncé Cédric O ce matin. On va tenter, comme tu l'as dit Pierre, de vous donner des conseils concrets et de répondre à toutes vos questions sur ces aides pour que vous puissiez y avoir accès le plus rapidement possible. Pour commencer, nous avons la chance d'accueillir Evelyne Scuto-Gaillard. Evelyne, vous êtes directrice du développement et support innovation chez BPI France. Bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour. Pour commencer, je voulais vous demander, vous qui êtes vraiment au cœur de ce dispositif de soutien, comment est-ce que vous percevez l'écosystème et quel est le principal conseil que vous avez envie de donner aux entrepreneurs aujourd'hui ? Alors, comme vous le disiez, Déborah, on perçoit effectivement que les startups sont très touchées, à la fois par la réduction d'activité, les reports de projets, on perçoit des difficultés d'organisation, et puis un accès très restreint, et beaucoup plus restreint en tout cas, au financement avec des reports de levée de fonds. Ce qu'on perçoit en revanche également, c'est que l'écosystème bancaire se mobilise avec l'État, les régions également, et du coup, nous, notre objectif, c'est également de maintenir avec les fonds d'investissement une dynamique forte d'apport en capital. Parce qu'on sait tous que ce sont les investisseurs qui financent habituellement massivement les startups. Donc, il est important que les fonds de capital risque français poursuivent également leur investissement malgré la période assez incertaine, même très incertaine dans laquelle on est aujourd'hui. Et puis, en parallèle, on va bien sûr déployer un plan d'action systémique massif sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Vous parlez effectivement des levées de fonds. Il y a 80 millions là, qui sont engagés pour faire des bridges. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Peut-être juste pour finir sur la première question, rappeler également que finalement le principal levier va reposer aussi sur les entrepreneurs eux-mêmes, sur leur capacité à s'adapter à cette situation. Il va falloir que quand cette période, ils sont en capacité de revoir leur business plan, d'effectuer pour certains et la plupart d'entre eux un virage assez stratégique, et puis également prendre des décisions qui parfois pourront s'avérer difficiles, mais prendre les décisions de réduire leur burn rate, donc leur consommation de cash. On pense que pour bénéficier au mieux des soutiens de financement massif qui sont en cours de déploiement que je vais vous présenter, il est important que ces entrepreneurs fassent ce travail de priorisation de leurs besoins et redéfinir leurs axes stratégiques.
Absolument. Pour répondre à votre mesures d'aide. Oui, sur les principaux mécanismes, alors effectivement, Cédrico a annoncé ce matin un soutien à travers des bridges. Nous allons effectivement, à travers cette mesure et les 80 millions qui vont être déployés, accentuer de notre côté nos soutiens en fonds propres et en quasi-fonds propres. Et en l'occurrence, par le déploiement sur fonds PIA, Programme d'investissement d'avenir, le déploiement d'un dispositif en obligations convertibles, tickets qui seront de l'ordre de 100 000 euros à 5 millions. On pense qu'on sera plutôt sur des tickets en moyenne de 2 millions d'euros. Et toujours en co-investissement avec des fonds privés. L'idée, c'est que si les investisseurs historiques souhaitent soutenir leur portefeuille de start-up, on pourra être à leur côté avec ce dispositif d'obligations convertibles. Et vraiment dans une idée de faire un bridge avec les investisseurs historiques pour permettre aux entreprises de passer le cap des prochaines semaines. Donc, c'est réservé aux entreprises qui ont déjà levé des fonds, cette partie-là. On sera plutôt sur des entreprises. Après, sur les levées de fonds en cours avec de nouveaux entrants de type business angel ou nouveaux fonds de capital risque ou d'amorçage, bien sûr, on pourra aussi déployer ce dispositif en obligation convertible. La condition, c'est effectivement qu'il y ait un co-investissement, alors que l'on soit avec des investisseurs historiques ou nouveaux entrants, mais la condition, c'est qu'il y ait un co-investissement à hauteur de 1 pour 1. D'accord, ok, très bien. Sur la partie renforcement des aides et des prêts, comment est-ce que vous vous structurez? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux entrepreneurs? Alors, on a déjà déployé 2 prêts de trésorerie sans garantie. En l'occurrence, le prêt rebond avec les régions. Donc, il y a déjà 4 régions, la région Grand Est, Centre-Val de Loire, Bretagne et Hauts-de-France, avec lesquelles on propose ce dispositif. On est en cours, bien sûr, de négociation avec les autres régions. On sera sur des tickets de 10 000 euros à 300 000 euros pour un prêt sur 7 ans et 2 ans différés. Il y a également le prêt Atout qui s'adresse à la fois aux PME et aux ETI avec des tickets de 50 000 à 30 000 euros. Pour les entreprises qui auront au moins un exercice fiscal clôturé. Et puis pour les startups peut-être un peu plus jeunes, on est en train de lancer un nouveau prêt qui va s'appeler le prêt soutien innovation sur le modèle du prêt garanti par l'État sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Donc le prêt garanti par l'État qui a été annoncé hier par le gouvernement et mis à la disposition de l'ensemble des banques. Et donc nous, ce prêt soutien innovation sera dédié aux startups et aux PME innovantes pour leur permettre de couvrir leurs besoins temporaires en trésorerie. La condition, c'est que le montant de ce prêt sera plafonné à 25% du chiffre d'affaires annuel des entreprises. Parfois, les startups ne font pas d'affaires, donc le montant pourra aussi être plafonné, si nécessaire, à 2 fois la masse salariale 2019. Donc voilà, des dispositifs en prêt qui sont pour le prêt Atout et le prêt rebond déjà déployés, pour le prêt soutien innovation en cours de déploiement. Et puis en parallèle, on va adapter. Peut-être une petite question, Evelyne, juste. Est-ce que vous pouvez expliquer dans quel cas on doit s'orienter vers le prêt Atout et dans quel cas on doit s'orienter vers le prêt rebond? Alors, ce sont nos chargés d'affaires qui, en fonction de la situation de l'entreprise, orienteront vers l'un ou l'autre des dispositifs. Alors, je sais qu'il peut être compliqué aujourd'hui de rentrer en contact avec nos chargés d'affaires. La semaine dernière, en 2 jours, on a eu plus de 12 000 appels. Toutes les équipes, même celles du siège de BPI-France, se mobilisent pour rappeler les entreprises. On a besoin que vous soyez un petit peu patient. On sait que la période est très difficile. On se fait fort, en tout cas, de rappeler chaque entreprise. Si vous n'arrivez pas à rentrer avec votre chargé d'affaires ou si vous n'avez pas de chargé d'affaires chez BPI France, passez par la plateforme bpifrance.fr, laissez vos coordonnées et on vous rappelle dans les 2, 3, 4 jours à venir sans faute pour vous orienter au mieux. C'est bon à savoir. Et en termes d'échéance, quand est-ce que les entrepreneurs peuvent s'attendre à profiter de ces différentes mesures? Alors, le prêt rebond et le prêt Atout sont déjà disponibles. Le prêt soutien est en finalisation. On devrait le déployer sans doute en fin de semaine prochaine. Et puis, en parallèle, peut-être juste pour compléter sur ces mesures, on a des dispositifs historiques également de financement de la R&D
ou du financement des entreprises dans leur phase d'amorçage. Habituellement, ces dispositifs proposés par BPI France ont des conditions, soit porter un programme de recherche et développement, soit être en cours de levée de fonds. On va également, avec l'accord de l'État, élargir ces dispositifs de financement pour pouvoir proposer là encore des briques de financement aux entreprises qui en auront besoin. Donc ça rejoint un peu la question de Pierre. On va nous bénéficier de tout un ensemble de briques de financement qu'on va pouvoir proposer aux entreprises. Mais c'est le chargé d'affaires innovation ou le chargé d'affaires BPI France qui, en discutant avec l'entreprise, trouvera la meilleure solution à lui proposer. Ok, très bien. Merci Evelyne. Je vous propose qu'on prenne les questions des entrepreneurs parce qu'il y en a beaucoup. Pierre, est-ce que vous pouvez en sélectionner pour nous? Tout à fait. Je vais faire une petite section, juste une petite question, Evelyne, avant de passer aux questions des gens qui sont présents pour ce webinaire. Est-ce que vous êtes d'accord est-ce que ce que je dis est correct? Est-ce que le prêt à tous, c'est bien un prêt qui se fait en partenariat avec la banque? Vous l'avez peut-être dit, mais je voulais peut-être le repréciser. C'est un prêt en partenariat bancaire, hein, c'est ça? C'est un prêt de BPI qui est fait pour 1 euro prêté par BPI pour 1 euro prêté par la banque? C'est ça? Alors, c'est une condition recherchée. En revanche, elle n'est pas obligatoire. Nous avons levé le caractère obligatoire. Donc, c'est autant que possible. C'est vrai que l'on souhaite que les banques interviennent à nos côtés et qu'il y ait un partage de la prise de risque. Et je pense que les banques vont se mobiliser aussi très fortement depuis le déploiement du prêt garanti par l'État à 90%. On est en échange, nous, réguliers avec nos partenaires bancaires et on sent que la mobilisation va être forte. Donc, pour répondre, le cofinancement n'est pas obligatoire, mais il est recherché. Très bien, c'est très clair. Alors, donc ça, c'était une question qui nous était posée, donc on y a répondu. Est-ce que si un investisseur étranger investit dans la start-up, est-ce que ça qualifie pour le dispositif OPSA, par exemple? Oui. Très bien. Bien sûr. Ok, super. Est-ce que vous considérez aussi les BSAR comme un investissement en equity, en capital? On sera sur… alors, c'est une bonne question. On est en train de définir le produit. Est-ce que je peux réserver ma réponse? Normalement, on va communiquer très prochainement sur les conditions très précises de ce dispositif. Je ne préfère pas m'avancer pour le moment. Très bien. Désolée, je ne peux pas répondre. Non, mais pas de souci. On pourra préciser ça par la suite. Oui. À la fin du webinaire, on enverra donc une synthèse où on pourra essayer d'y répondre. On a aussi des questions pour un certain nombre de startups qui sont très récentes, qui viennent de se créer dans les derniers mois. Qu'est-ce que vous leur conseillez? C'est parfois difficile pour elles de lever des fonds et donc de bénéficier du système des OPSA. Elles sont peut-être aussi trop petites pour bénéficier d'un soutien classique. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Alors, ces startups-là qui sont plus jeunes pourront bénéficier du prêt soutien innovation dont j'ai parlé tout à l'heure. Effectivement, le prêt rebond et le prêt atout sont proposés à des entreprises qui ont déjà clôturé un exercice fiscal. Ça ne sera pas le cas du prêt soutien innovation qui sera déployé en fin de semaine prochaine. Donc, elles pourront bénéficier de ce dispositif. D'accord. On a une dernière question, mais je pense que vous avez déjà répondu en partie. Je la pose parce que c'est une question assez concrète. Bonjour, ma conseillère Société Générale me propose un prêt de trésorerie classique. Est-ce que cela peut être adossé au prêt à tout? Elle ne le connaît pas du tout. Voilà, c'est une question de Diong. Merci Diong pour cette question. Oui, effectivement. Si la Société Générale fait un prêt à cette entreprise, bien sûr, je pense qu'un adossement au prêt à tout pourrait être faisable. Et je prends le point, du coup, si les équipes de la Société Générale ne le connaissent pas, je pense qu'il faut sans doute qu'on renforce également la communication vers les établissements bancaires. Okay. Est-ce qu'on a le temps encore pour des questions? Je pose la question à Déborah. Oui, je pense qu'on peut encore poser 2 questions. Alors, 2 questions, super. Alors, une question de Jérémy. Bonjour, si nos besoins de financement sont à moyen terme, à savoir 6 mois, y a-t-il un risque que tous les montants d'aide soient déjà alloués? Et dans ce cas, faut-il anticiper? Non, puisqu'on est aujourd'hui sur des mesures exceptionnelles et des dotations exceptionnelles de l'État. Donc, nous ne sommes pas en train de grever les budgets de notre activité historique. Donc, dans 6 mois, nous aurons encore la capacité à financer les entreprises, bien sûr. Super.
Merci pour cette réponse, Evelyne. Alors, du coup, une dernière petite question de Martin. Ces dispositifs sont-ils ouverts si les fonds propres sont négatifs? Ce qui est une excellente question parce que si l'on est une start-up qui fait beaucoup d'investissements, on peut avoir de la valeur, entre guillemets, grâce à des brevets, par exemple, mais on peut en revanche avoir des fonds propres négatifs. Alors, ce que l'on regardera quand même en cas de fonds propres négatifs, c'est le plan de trésorerie de l'entreprise. Ça rejoint le premier point que j'évoquais dans la première question, qui était de dire qu'il faut aussi que les entrepreneurs s'adaptent à cette situation, revoient leur business plan, revoient leur plan de trésorerie. Ce que l'on regardera, c'est effectivement le plan de trésorerie de l'entreprise et voir comment, sur les 3-6 prochains mois, l'entreprise envisage de se financer. Donc, la porte n'est pas complètement fermée sur les entreprises qui ont des fonds propres négatifs. En revanche, voilà, on prendra quand même en considération le plan de trésorerie. Donc, ça veut dire qu'on ne fera pas systématiquement un financement, mais qu'on discutera de ce point avec l'entrepreneur. Merci Evelyne. Un dernier mot ou un dernier conseil pour les entrepreneurs avant de passer à la suite? Alors, dernier conseil, c'est effectivement aller voir les banques, nous contacter également, on vous rappelle, et puis comme je le disais initialement, savoir s'adapter à cette période qui est très critique finalement, et puis on est là à vos côtés pour vous financer, vous soutenir et vous accompagner avec l'ensemble de l'écosystème bancaire régional et l'État. Merci beaucoup Evelyne Scuto-Gaillard, vous êtes donc directrice du développement et support innovation chez BPI France. Courage à vous et à toutes les équipes de la BPI pour cette période particulièrement mouvementée. Je vous propose de passer à la deuxième partie de ce webinaire. On va accueillir Maurice Holmes. Maurice, vous êtes le correspondant national Startup de la Banque de France. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, on l'a compris dans les discussions, aujourd'hui, la gestion de la trésorerie est clé. C'est, on peut dire, je pense, le nerf de la guerre pour traverser cette crise. Quels réflexes les entrepreneurs doivent-ils adopter face à cette crise, selon vous ? Oui, tout à fait. La trésorerie, c'est la liquidité et la trésorerie, ce sont les nerfs de la guerre, comme vous dites. Donc, il faut d'abord que les entrepreneurs ils aient une idée vraie de leur trésorerie, de leurs besoins de trésorerie. Donc, ils fassent une analyse précise des entrées et des sorties, tout ça est cash, avec une question combien de temps on va pouvoir tenir et en fonction du délai, les mesures de soutien seront différentes selon qu'on est dans l'urgence ou dans un traitement plus différé dans le temps. L'idée, c'est qu'il faut passer la crise. Et l'idée, c'est qu'il faut être ensuite en capacité de rebond. Et pour passer la crise, il faut déjà reporter ou ne pas décaisser tout ce qu'on peut reporter. Alors, reporter, ce sont les échéances fiscales et les échéances sociales. Les administrations sont également fortement mobilisées. Donc, les sites comportent beaucoup de conseils et ainsi que des conditions très pratiques pour ce qui concerne l'URSSAF et les charges sociales et patronales. Donc, on peut reporter les cotisations sur une période de 3 mois. Auprès des services d'impôt des entreprises, on peut également demander le report des prochaines échéances d'impôt directes. Ce sont là des mesures simples et qu'il faut pouvoir et qui sont à la main des dirigeants et que vous pouvez activer dès à présent. Il faut aussi reporter ce qui relève des dettes bancaires. Alors, les startups ne sont pas forcément très engagées en termes de dettes auprès des banques. Pour autant, c'est quand même par là que passe toute la trésorerie. Et il faut absolument éviter les incidents de paiement parce qu'un incident de crédit sur un compte, c'est quelque chose qui complique par la suite des solutions qui peuvent être proposées. Donc pour cela, il faut anticiper, ça revient au point d'analyse de la trésorerie et dialoguer avec sa banque. Ça veut dire qu'on va voir son banquier là tout de suite, on prend un rendez-vous et de quoi est-ce qu'on doit parler avec lui très concrètement alors, ça veut dire que déjà, on sait que les banques sont actuellement très très fortement mobilisées et elles ont indiqué à travers la Fédération bancaire française leur totale mobilisation pour accompagner leurs clients et examiner chaque solution de chaque difficulté au cas par cas. Les banques, elles se sont engagées à accélérer le traitement des demandes de crédit pour toutes les situations tendues, à reporter des échéances jusqu'à 6 mois pour des remboursements de crédit et à supprimer les pénalités, les coûts additionnels sur des échéances de crédit.
Euh, donc, effectivement, il faut aller voir sa banque avec une visibilité sur ses besoins de financement, sur les impasses de trésorerie et faire la demande des besoins de trésorerie. Notamment, on a appris aujourd'hui, ça a été publié hier au journal officiel, le financement des prêts garantis par l'État dont Evelyne a parlé. Ces prêts passent par les banques. BPI apporte une contre-garantie. Donc, il faut aller voir son banquier avec un dossier qui est prêt. Il faut comprendre que on demande un rendez-vous, on passe par son chargé d'affaires habituel. Il faut comprendre que pour les banques, aujourd'hui, les mesures qui viennent d'arriver, d'être annoncées, elles sont nouvelles, donc elles sont en train d'être mises en place dans des process de traitement. Donc, elles vont pouvoir être diffusées. Ces financements, ils sont prévus pour ceux qui sont des prêts garantis par l'État jusqu'à la fin de l'année. Donc, il ne s'agit pas, si on peut éviter, que tout le monde se précipite sur cette solution parce que ça va bloquer dans les pipes de traitement de l'ensemble des banques, même si elles mobilisent leurs équipes et même si elles ont multiplié les agents qui sont des analystes qui sont en charge du traitement des dossiers. Ce n'est qu'en cas de difficulté, en fait, dans le cadre du dialogue que vous pourriez avoir votre banque, on engage les entrepreneurs, on engage les startups. Dans le cas de refus de crédit, refus de rééchelonnement, suppression de découvert, de saisir la médiation du crédit. La médiation du crédit, c'est une solution qui est gratuite, c'est une procédure qui est également confidentielle. La médiation du crédit, c'est vraiment l'idée de ne laisser aucune entreprise seule face à ces difficultés. Dès lors que vous aurez saisi la médiation du crédit, et nous avons mis en place une procédure accélérée avec un mail qui vous permet de saisir directement le directeur départemental de la Banque de France, en fait, ou le médiateur de la Banque de France qui est présent dans chaque département. Donc, cette procédure accélérée vous permettra d'être contacté dans les 48 heures à réception de votre demande. Mais il faut bien penser que dans l'ordre, j'analyse ma situation de trésorerie, je connais les échéances et les impasses de trésorerie et je sollicite un dialogue avec ma banque pour être très clair dans mes démarches. Et enfin, si tout ça ne marche pas et si je n'arrive pas, je peux saisir la médiation du crédit. Elle sera d'autant plus efficace qu'elle sera saisie au bon moment et dans le bon cadencement. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement, la médiation du crédit, pour ces entrepreneurs qui n'arriveraient pas à établir un dialogue avec leur banque? Eh bien, le médiateur, c'est un intermédiaire entre le chef d'entreprise et entre la banque. Donc, elle va analyser la situation, elle va voir quel est le problème et elle va faire des propositions ou elle va étudier les propositions que peut faire la banque pour identifier et mettre en place des mesures de soutien, généralement des différés d'amortissement ou intégrer toutes les mesures de soutien qui viennent d'être annoncées et qui se mettent en place. De façon à encourager les banques qui se sont mobilisées et qui se sont engagées à étudier au cas par cas toutes les difficultés d'entreprise. Merci beaucoup, Maurice. Pierre, est-ce qu'on a des questions pour Maurice sur ces sujets liés à la trésorerie? Tout à fait. Alors, on a plusieurs questions. Une question qui revient souvent, c'est celle de la TVA, bien que le ministre Gérald Darmanin l'ait précisé dans plusieurs allocutions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la TVA? La question qui revient souvent, c'est est-ce que je dois la payer? Et si je ne peux pas la payer, que va-t-il se passer? Alors, vous me permettrez de préciser qu'à la Banque de France, on ne gère pas les questions de TVA. Je pense que j'ai vu sur le site des URSSAF ce matin où il est proposé des impôts, du SIE. Le SIE précise que ce qui peut être reporté, c'est des échéances d'impôts directs. Donc, on est sur de l'impôt sur les sociétés, on est sur des taxes salariales, sur la CVAE. Je n'ai pas noté que la TVA faisait partie des dispositifs de report. Tout à fait, c'est un impôt direct, donc logiquement, il n'est pas malheureusement dans ce dispositif. On a une autre question qui nous est posée, qui est intéressante. Quelle est la relation entre fonds perso et fonds pro? La question sous-jacente, c'est si je suis dans une situation personnelle critique, est-ce que cela va avoir un impact sur ma société ou au contraire, est-ce que ce sont deux comptes qui sont complètement séparés? Alors,
Les comptes ont vocation à être séparés dès lors qu'il s'agit de personnes morales d'un côté et de personnes physiques de l'autre. Quand c'est entrepreneur individuel et que les comptes sont communs, ça devient plus compliqué. C'est pour ça que nous disons à la Banque de France qu'il faut avoir des comptes distincts pour éviter qu'un virement qui vous arrive à titre personnel soit préempté pour régler une dette professionnelle. Très bien, merci pour cette réponse. On a une autre question qui nous est posée par Valerio. Est-ce que la notation bancaire va être impactée dans ce contexte particulier? Alors, la cotation Banque de France, elle s'adapte et nous sommes en train de rédiger des notes pour nos réseau des succursales dans lesquelles les cotations sont attribuées. Nous cotons 280 000 entreprises chaque année, sans doute avec un décalage parce que les experts comptables remettront probablement les liasses fiscales un petit peu plus tard puisque tout se complique un petit peu. Avec une analyse, bien sûr, tenant compte des difficultés des entreprises, c'est-à-dire que l'analyse de la liquidité sera prégnante et nous souhaitons pouvoir tenir compte au cas par cas des situations pour ne pas dégrader des situations déjà compliquées par la crise. On a encore le temps pour une ou deux questions, Pierre. Alors, une question et puis une précision, parce qu'il y a ce sujet de la TVA qui revient beaucoup, et donc là, j'apporterai une petite précision. On a une question de Sylvain. Est-ce qu'en cas de report du crédit bancaire jusqu'à 6 mois, est-ce que cela signifie un report de la durée du crédit de durée équivalente? En gros, est-ce que est-ce que la durée du prêt elle-même, la maturité elle-même décalée de 6 mois? De ce que j'ai lu des communiqués de l'Association française des banques, oui, c'est un décalé. Donc pendant 6 mois, vous ne payez pas et c'est décalé d'autant. Très bien. Merci pour cette réponse. Deux précisions sur la TVA. On a plusieurs personnes qui nous disent qu'ils ont tout de même demandé un report de la TVA. Oui, c'est possible. Attention, en revanche, c'est au cas par cas, c'est quelque chose à voir avec son centre des impôts. On a aussi des gens qui ont la situation inverse, qui ont de la TVA à récupérer. Ils nous demandent comment faire. Là, c'est un cas qu'on a vu par ailleurs sur d'autres webinars. Ce qu'il faut, c'est insister et laisser des traces écrites de ces échanges avec l'administration pour pouvoir se faire rembourser de la TVA, ce qui a été prévu et annoncé par Gérald Darmanin. Mais comme vous pouvez vous en douter, il y a beaucoup de demandes en ce moment. Voilà. Ok, merci beaucoup Pierre. Merci Maurice Holmes. Vous êtes le correspondant national Startup à la Banque de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi et bon courage et bonne continuation à vous. Pour cette troisième partie, nous allons accueillir Pierre Pellouzet. Pierre, vous êtes le médiateur national des entreprises à la médiation des entreprises. Bonjour. Vous êtes là. Est-ce qu'on a Pierre avec nous? Voilà, je suis là. Ah, merveilleux. Bonjour Pierre. C'est juste que mon micro était sur silencieux. Pas de problème, on vous entend bien. Donc, nous sommes dans un contexte, Pierre, où les délais de paiement se prolongent en sus d'une trésorerie déjà tendue. C'est compliqué. Quelles sont les actions possibles aujourd'hui pour préserver sa trésorerie? Effectivement. Alors, on a vu déjà pas mal de choses qui impactent la trésorerie. Les gens qui ont parlé avant moi en ont parlé. Je commence d'ailleurs par ce qui n'a pas été cité, c'est tout ce qui est personnel. Il y a des startups qui ont des équipes et bien entendu qui doivent pouvoir bénéficier du chômage partiel, ce qui leur permet de protéger leurs équipes d'une part et de les conserver pour les jours meilleurs qui, on l'espère tous, vont arriver bientôt. Ensuite, on peut décaler son URSSAF, décaler ses impôts, ça on l'a mentionné aussi. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit sur les prêts bancaires, je crois qu'il y a un mécanisme formidable qui s'est mis en place et qui a été détaillé auparavant. Reste un certain nombre de postes qui sont critiques pour les entreprises. Je pense déjà aux postes clients et aux postes fournisseurs, qui souvent constituent la grosse masse de ce qui rentre ou qui sort des caisses de ces entreprises et notamment des plus petites. Premier point, tout ce qui est délai de paiement. On a des remontées. Alors, bien sûr, c'est un des gros sujets pour nous, médiation des entreprises. J'ai un nombre de saisines qui a explosé en quelques jours sur les entreprises qui nous saisissent parce qu'elles ne sont pas payées par leurs clients et souvent des grands clients. Donc, n'hésitez pas à nous saisir là-dessus. D'autant plus qu'à la demande de Bruno Le Maire, nous avons créé un comité de crise sur ce sujet. Donc, je réunis autour de moi l'ensemble des organisations patronales, AFEP, MEDEF, CPME, UDP, donc toutes les entreprises. Et nous allons, d'une part, bien entendu, mettre en avant ceux qui font bien, parce qu'il y a heureusement des entreprises qui ont décidé de payer même en avance leurs fournisseurs. Et d'autre part,
alerter, j'allais dire alerter avec une grosse pression, ceux qui feraient mal. Donc, on a besoin d'informations sur toutes les entreprises qui sont identifiées et qui payent mal. D'une part, en faisant remonter par vos syndicats professionnels, associations, etc. Et d'autre part, dans les cas critiques, en nous saisissant. Bien sûr, il faut commencer par appeler son client, mais si ça ne marche pas, en nous saisissant via le site médiateurdesentreprises.fr. Donc ça, c'est un premier point sur la trésorerie client. Vous avez peut-être la même chose côté fournisseur, où là, vous avez des difficultés parce que vous n'avez plus de rentrée à payer vos fournisseurs. Là aussi, si les fournisseurs sont plus gros que vous et ont les moyens d'attendre un petit peu, on les engage à le faire. Si difficulté, médiateurdesentreprises.fr. Parmi les fournisseurs clés, je veux signaler déjà les bailleurs. Beaucoup d'entre vous ont des loyers qui tombent et que vous ne pourrez pas honorer. La plupart des grands bailleurs se sont engagés à accepter un décalage, voire une annulation pour certains, des loyers sur la période. Donc, normalement, ils le feront. S'ils ne le font pas, ou s'ils sont aussi des petits bailleurs, ce qui peut être difficile et que vous avez besoin d'un dialogue avec eux, même méthode. Premièrement, essayer de discuter avec eux. Deuxièmement, si ça ne marche pas, saisir le médiateur des entreprises de manière à ce qu'on accompagne ce dialogue. Même chose aussi, d'ailleurs, en passant pour les fournisseurs d'énergie, électricité, eau, gaz, tous les grands fournisseurs se sont engagés, si vous le leur demandez, à décaler tout ça. Donc ça, c'est un premier paquet qui va concerner toutes vos relations avec les clients et les fournisseurs. Il y a un deuxième paquet, ça a été évoqué, bien sûr, c'est tout ce qui est restitution des crédits d'impôt. Je pense en particulier, alors pour les startups, il y en a pas mal qui sont concernés, tout ce qui est crédit d'impôt, recherche, crédit d'impôt, innovation. Donc, ça a été mentionné, Gérald Darmanin a insisté sur le fait que les remboursements anticipés de tous ces crédits seraient faits de manière rapide. Donc, n'hésitez pas à le demander. Il faut bien sûr le faire bien. C'est pas parce que c'est rapide qu'il faut mal le faire. Un jour ou un autre, vous pourrez être contrôlé sur les demandes que vous avez faites. Mais n'hésitez pas à profiter de cette possibilité de vous faire rembourser les crédits d'impôt, y compris les crédits de TVA, mais ça a été mentionné aussi. Et ça a été aussi mentionné, mais je le redis, malheureusement, la TVA, vous devez quand même la payer, sauf exception à discuter avec les impôts si vraiment vous n'êtes pas en position de le faire. Voilà donc en quelques mots tous les sujets sur lesquels vous pouvez agir et éventuellement, si vraiment ça ne marche pas, saisir le médiateur des entreprises sur médiateurdesentreprises.fr et un de nos 60 médiateurs vous rappellera. Là aussi, on essaie d'être le plus rapide possible, mais on fera au mieux pour vous rappeler le plus tôt possible. Très bien. De manière générale, dans un contexte où vous l'avez dit, la crise révèle un petit peu les vrais visages des uns et des autres. Comment vous conseillez de gérer la relation avec les clients, les fournisseurs dans cette conjoncture compliquée? J'imagine une communication accrue. Oui, il faut essayer de communiquer avec eux. Bien sûr, en tant que médiateur, je ne pourrais pas vous dire le contraire. Si vous n'arrivez pas à faire cette communication, saisissez-nous, on va vous aider à communiquer ensemble, tout en essayant de maintenir la relation commerciale. On est bien conscient que vous ne voulez pas vous fâcher avec votre client ou avec votre fournisseur, mais qu'il y a un moment où la crise fait qu'on n'a plus le choix, il faut y aller. Donc, nous, on va vous aider là-dessus. Et comme je le disais, si on voit un certain nombre de grands clients qui, de manière répétitive, ont des comportements que j'appellerais non solidaires, parce que c'est vraiment le mot du moment, tout ça sera remonté et à ce moment-là, on pourra intervenir au niveau central, c'est-à-dire au niveau des directions générales, pour expliquer avec le reste du monde économique que ce sont des situations qui sont inacceptables et qu'il faut rapidement remettre ça sur le bon chemin. Je ne donnerai pas de nom, mais on a déjà quelques cas sur lesquels on a pu agir et j'espère qu'on verra les effets rapidement sur les comportements. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe aux questions du public. Pierre, est-ce que vous nous en avez sélectionné quelques-unes? Tout à fait. Donc, merci Pierre pour cet exposé très clair. On a une question de Fabrice. Le recours à la médiation pourrait être un effet d'aubaine, comme vient de le préciser Madame la ministre de la Justice, pour ne pas s'acquitter de ses dettes en faisant référence à un litige qui n'était pas invoqué avant la crise actuelle. Comment allez-vous arbitrer ces litiges? Alors, nous ne sommes pas des arbitres. C'est-à-dire que nous, on va rétablir un dialogue, c'est-à-dire prendre la bonne personne dans la grande entreprise, prendre la bonne personne chez vous, bien sûr, et vous mettre autour du téléphone. Et j'allais dire, raconter ce genre d'histoire quand il n'y a pas de témoin, c'est une chose. Raconter ce genre d'histoire quand il y a un médiateur qui est témoin, je peux vous dire que c'est un peu différent. Et donc, en général, assez rapidement, on en arrive à trouver à minima une solution, en tout cas un compromis, qui permet d'accélérer le paiement et de sortir de ces pseudo, parfois excuses,
C'est comme ça, malheureusement. Je le dis aussi, on a de très bons comportements aussi. Il faut qu'on puisse agir sur ceux qui ne sont pas exemplaires, loin de là. Très bien. On a une question. Il y a pas mal de participants qui sont dubitatifs sur ce qui a été annoncé concernant le CII et le CIR. Une question, par exemple, de Alan. Comment le CIR pourra-t-il être remboursé rapidement alors qu'il faut 8 à 12 mois dans le cas usuel? On est bien d'accord. On sait que c'est compliqué. Moi, je pense que les instructions du ministre, en général, ça aide quand même à faire avancer les choses. Et le fait que Gérald Darmanin se soit engagé personnellement là-dessus, ça a été un message très fort passé aux administrations. Je ne veux pas jeter le blâme sur les administrations, elles font souvent au mieux qu'elles peuvent. Mais là, je pense que la crise devrait aider à accélérer tout ça. Ceci étant, si vraiment vous êtes en situation critique et que ce versement n'arrive pas, là aussi, saisissez le médiateur des entreprises. On a évidemment accès à un certain nombre de personnes qui peuvent nous aider à accélérer encore les choses. Soyez aussi sympa, ne le faites pas systématiquement. Attendez un petit peu aussi que les choses arrivent si vous pouvez tenir. Comme l'a dit mon collègue pour la médiation du crédit tout à l'heure, on veut pouvoir se concentrer sur les cas critiques, donc faites-le à bon escient. Dernière peut-être question. Comment allez-vous arbitrer, même si j'ai compris que ce n'était pas forcément notre vocation, mais qu'est-ce qui va se passer quand on a affaire à un petit bailleur, comme vous le disiez tout à l'heure, qui lui aussi peut-être a des échéances et qui ne peut pas se permettre de décaler le loyer? Absolument, et c'est là où on est dans une vraie médiation. Le dialogue doit permettre de tenir une meilleure solution que le chacun pour soi. Parce que le chacun pour soi, dans ces cas-là, c'est tout le monde perd. Vous ne pourrez pas payer les loyers, lui, il ne va pas les encaisser de toute façon, donc il y en a un des deux qui va y perdre, alors que dans le dialogue, on peut arriver, et on commence à le faire, à trouver des solutions, je ne dirais pas gagnant-gagnant, parce que malheureusement, dans la crise actuelle, personne ne peut gagner, mais au moins qui permettent aux deux de s'en tirer. Voilà, quel est le minimum qui vous permet à vous de tenir, quel est le minimum qui permet aux bailleurs de continuer à vivre correctement. Quand on arrive à trouver ces solutions-là, d'une part, on resserre des liens, on recrée des liens entre des gens qui ne se parlaient même pas forcément jusque-là, et d'autre part, tout le monde arrive à s'en sortir positivement plutôt que de créer des catastrophes. Très bien. Est-ce qu'on a le temps pour 2 dernières questions? Des petites alors. Ça dépend des réponses, c'est ça? C'est ça. Alors, j'en ai une qui était très bien. Vous êtes très nombreux, hein, vous êtes quasiment 400. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de questions qui sont posées et du coup, je l'ai perdue. Alors, il y a une question qui me semblait intéressante. Je ne sais pas si vous pourrez répondre, Pierre, mais je vous la pose. L'État trouve où tout cet argent pour aider les entreprises? Quel impact indirect et à long terme aura cette aide? Effectivement, je ne suis probablement pas le mieux positionné pour répondre à cette question. Je pense qu'il y a des spécialistes de la macroéconomie et de la dette publique qui seront meilleurs que moi, mais évidemment, je pense que l'endettement va monter, ça c'est un secret pour personne, mais que je crois que le monde entier a intégré l'idée qu'on était amené à en passer par là pour sortir notre économie de la difficulté dans laquelle elle est, et elle risque d'être un tout petit moment, j'espère, le plus court possible. C'est vrai qu'on a parlé de New Deal ou de plan Marshall au niveau mondial, donc c'est sûr. Dernière question de Jean-Baptiste. Vous avez évoqué le cas des grands groupes, Vinci, Printemps, qui utilisent la crise actuelle pour suspendre leurs paiements. Quelle sera votre attitude face à une PME, plus gros client de notre société, qui utilise les mêmes méthodes pour refuser de payer ses factures? Là, c'est pareil, hein. Saisissez-nous, on va interpeller cette PME, on va créer un dialogue avec vous, parce qu'encore une fois, le but n'est pas que vous vous fâchiez avec cette PME, et faire en sorte que vous trouviez le meilleur terrain d'entente. Il se peut que cette PME soit aussi en difficulté, donc il ne faut pas non plus se cacher une certaine réalité, mais dans tous les cas, mettre 2 entreprises en même temps en difficulté, c'est aberrant. Donc saisissez-nous, on fera une médiation là-dessus, de manière à trouver le meilleur compromis, le meilleur étalement possible entre vous et cette PME. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Pellouzet. Vous êtes le médiateur national des entreprises. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, bon courage et bonne continuation à vous. Merci à vous. Merci à vous tous qui nous écoutez. Pierre vous l'a dit, vous êtes près de 400. On va passer à la 4e partie de ce webinaire avec François Paulus. François, tu es Managing Partner chez Brega. En tant qu'investisseur, vous êtes vraiment instrumental dans la gestion de cette crise. Concrètement, qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent attendre des investisseurs qui sont à leur capital aujourd'hui? D'accord. Bonjour Déborah, bonjour tout le monde. Donc effectivement, commençons par ce cas-là. Donc le cas, je suis déjà au capital d'une société. Qu'est-ce que je fais? Je pense que tous les VC de
de France, déjà, on est à leur côté. On leur communique, vous avez vu le foisonnement de documents, d'URL, de références. Donc, nous, évidemment, on fait ça toute la journée. Donc, on leur communique en temps réel dès qu'on a les différents logs de la BPI, de l'État, etc., pour éviter qu'ils aillent les chercher à droite, à gauche. On les aide sur les plans de trésor. Donc, c'est hyper important. La plupart de nos entrepreneurs, ils ont une chance, c'est qu'ils sont assez jeunes, mais du coup, la malchance, si on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas vécu la crise de 2008, ils n'ont pas vécu la crise de 2000, donc ils n'ont pas l'habitude, ils ont plutôt l'habitude d'un environnement French Tech plutôt bouillonnant, qui a, entre guillemets, enfin, qui avait, on va dire, beaucoup d'argent, et on investissait, et il fallait y aller, entre guillemets, il fallait recruter, etc. Maintenant, on est dans un mode complètement différent, c'est qu'est-ce qu'on fait pour tenir 12 à 24 mois, et ça ne s'intuite pas, c'est un mode de raisonnement qu'ils n'ont pas l'habitude de tenir, donc on les aide beaucoup sur comment faire un réseau à 12 à 24 mois en prenant des décisions éventuellement difficiles. Et puis, on peut aussi réinvestir dans certaines de nos startups, et là, ça dépend de chaque fonds d'investissement, où est-ce qu'ils en sont dans leur fonds, est-ce que c'est un fonds où il y a encore de l'argent, est-ce que c'est un fonds où il n'y a plus d'argent, est-ce que c'est une startup qui était déjà en difficulté avant, et donc effectivement, les effets d'aubaine, ça n'existera pas dans ces cas-là, ou est-ce que c'est une start-up qui allait bien et qui patatras se prend la crise, et comment on fait pour le... Ça, c'est pour les boîtes où on est déjà au capital. Donc, ne vraiment pas hésiter à se tourner vers ces investisseurs si ce n'est pas déjà le cas et d'être totalement avec eux oui. encore plus que d'habitude. Je pense que tous les VC ont parlé à toutes leurs startups, ou alors il faut s'inquiéter. Les startups qui sont les plus en danger, certainement, dans cette crise, sont celles qui arrivent à court de cash et qui avaient prévu de lever dans les prochaines semaines, les prochains mois. Qu'est-ce que vous leur conseillez chez Brega? Alors, c'est ce qu'on a préparé. Nous, on continue les deals, on était proche pour une term sheet signée. Je sais que ce n'est pas le cas. Je le sais notamment parce qu'on a été victimes de ça chez nous. On avait une série B qui avait une term sheet signée et où l'investisseur a trompé. Donc, je ne dis pas que c'est une règle générale. On continue sur ces deal flow. En France, en leur disant, nous, on peut aller très, très loin en visio. Hein, on a l'habitude, tout le monde a l'habitude. Évidemment, pour des gens qu'on n'a jamais rencontrés de notre vie, il ne faut pas monter, on ne pourra pas signer un deal tant qu'on ne les a pas vus physiquement. Mais néanmoins, faire un certain nombre de meetings, on peut aller assez loin. Voilà. Mais je pense que les gens qui disent qu'ils vont jusqu'au bout avec les entrepreneurs, je pense que ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, le message, c'est continuer à solliciter les VC. Là, je pense que dans les 15 jours de la crise, on est tous submergés. On a tous nos plans coronavirus avec nos startups. Donc, je pense que les agendas vont un peu se détendre dans les semaines ou dans les 15 jours à venir. Et on aura du temps, mais on pourra rencontrer les gens. D'accord, donc on peut continuer quand même à envoyer ces decks aux investisseurs et peut-être attendre une semaine, 10 jours que les discussions avec les startups du capital se calment. Oui, tout à fait. Et puis, les annonces de BPI qui ont été faites là autour du bridge, qu'est-ce que ça change pour vous, investisseurs? Est-ce que tu penses que ça va vous permettre de faire des bridges plus facilement? Est-ce que ça vous rassure vis-à-vis de la possibilité de start-up, etc.? C'est tombé ce matin, intègre tout ça, mais disons que oui, je pense que les entreprises auraient aimé que la BPI puisse investir peut-être sur la base d'une term sheet et que ça suffise. Parce que le cas que je vois le plus souvent maintenant, c'est ça, c'est des term sheets qui étaient signés et où malheureusement certains VC ont décidé de ne pas aller au bout. Et ça, je pense que ce qui aurait été génial pour les startups, c'est que dans ce cas-là, peut-être la BPI puisse prendre le relais avec des obligations convertibles. Mais je comprends que ce n'est pas facile non plus. Donc le choix qui a été fait, c'est du 1 pour 1. C'est mieux que rien en ce sens où, oui, encore une fois, je dis n'importe quoi, un fonds, il a peut-être 5 millions de disponibles en ce moment et avec ces 5 millions, il peut peut-être investir 10 millions grâce à la BPI. Donc, c'est toujours quelque chose. Mais c'est vrai que tous les outils qui sont adossés à un collatéral, c'est toujours plus compliqué pour les startupers. Ok, très bien. Je vous propose qu'on passe aux questions de l'audience. Pierre, est-ce qu'on a des questions pour François? Tout à fait, on a plusieurs questions. Une question intéressante, c'est est-ce que l'argent des LPs va disparaître? Et du coup, la question sous-jacente, c'est comment se portera le secteur du VC dans quelques mois, quelques années? Alors ça, c'est une excellente question. Je vois deux questions. Il y a, est-ce que les LP vont pas arrêter ce qu'on appelle les calls? Parce que je vois, dans ma vie, on a des gens qui ont engagé pour 100 millions, mais ils ont peut-être libéré 20 et ils ont encore 80 à libérer 40. Donc, pour l'instant,
Moi, je parle pour ce que je connais, c'est dans mon environnement, on n'a pas encore de LP qui ont fait défaut. Je sais qu'aux États-Unis, ça a déjà été le cas dans le passé, dans la crise de 2008. Donc ça, c'est le drame absolu. C'est-à-dire, vous avez un venture capitaliste qui, objectivement, ne peut plus honorer les term sheets qu'il a signés. Mais là, pour le coup, c'est pas de sa faute. C'est parce qu'il a ses propres LP qui ne mettent pas de l'argent. Donc ça, c'est la réponse court terme. Et après, la question sous-jacente, c'est à moyen long terme. Est-ce que les LP vont disparaître? À moyen long terme, je ne pense pas. Puisque allez, on va se donner 6 mois, on va dire que dans 6 mois, ça va redécoller. Il y a quand même encore beaucoup d'argent dans le monde et cet argent, il faut bien qu'il s'investisse. Et on n'est pas une classe d'actifs mauvaise que les autres, a priori. Très clair. Merci beaucoup, François. Une autre question qui est posée par Elodie. Alors, je la reformule un petit peu. Ce qu'on constate, c'est que certains VC vont effectivement arrêter des processus en cours. On voit aussi des pauses qui sont marquées pour renégocier. Qu'est-ce que tu conseillerais dans ce contexte-là, puisque la difficulté, c'est qu'effectivement, on ne va peut-être pas faire le BP qu'on avait annoncé. Néanmoins, ça peut être dur de se retrouver dans une situation où en fait, on va avoir une dilution plus importante. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut continuer à accepter une dilution plus importante? Vous allez me défendre, mais alors François, on t'entend moyennement là. On m'entend pas? Là, c'est mieux là. Là, on t'entend mieux. Je sais pas ce qui se passait. Internet depuis quelques jours, beaucoup de gens. Malheureusement. Ouais, on t'a perdu, François. Alors, ce que je propose, François, c'est peut-être qu'on revienne à cette question sur la fin. Et si tu as une meilleure connexion, bien sûr, tu pourras y répondre avec plaisir. Très bien. Oui, merci Pierre. Je pense qu'on aura encore peut-être quelques minutes à la toute fin, effectivement, pour des questions complémentaires. Merci beaucoup, François, pour ces précisions et pour ce point de vue d'investisseur. Pierre, on en vient à toi, puisqu'on va passer à la 5e et dernière partie de ce webinaire, qui est un use case. Donc, on va parler du use case Libéo. Libéo, c'est donc la startup que tu diriges. C'est une fintech qui a créé une plateforme digitale pour la gestion et le paiement simplifié des factures fournisseurs. Toi, en tant que CEO, quels ont été tes premiers réflexes en voyant arriver cette crise? Alors, je pense que j'ai essayé de suivre tous les conseils qui ont été donnés précédemment, à savoir effectivement d'établir un plan de trésorerie très clair et ce rapidement. Ce qu'on a essayé de faire chez Libéo, c'est de faire ça sur 2 horizons. Un horizon très court terme avec une vision détaillée sur ce qu'on avait à dépenser et sur notre burn en ce qui concerne la masse salariale. Et bien sûr, de faire une projection un peu plus long terme sur 2 ans, 3 ans pour essayer de dégager une tendance et voir donc quels étaient nos besoins de financement et à court terme et à moyen long terme. Ça, c'est effectivement important. La deuxième chose qui est importante quand on fait ça, c'est de rendre cette donnée intelligible pour échanger avec sa banque, pour échanger avec BPI, afin d'avoir des échanges efficaces, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de demandes et donc le téléphone, les emails sont complètement englués. Et donc, il faut, quand on a la chance de pouvoir parler à quelqu'un, réussir à être très efficace. Et là-dessus, tu parles de communiquer évidemment avec sa banque et la BPI. Comment est-ce que tu as communiqué avec tes équipes? Est-ce qu'il faut tout leur dire ou pas? Alors, c'est une excellente question. C'est le point 3 de ce slide. Je pense que alors, la chance qu'on a chez Libéo, c'est que, entre guillemets, on n'est pas extrêmement affecté par cette crise. Donc, peut-être qu'on a un cas un petit peu particulier, mais ce qu'on essaye de faire chez Libéo, c'est de maintenir une relation forte malgré le remote et le travail en télétravail. Donc, de se retrouver au moins tous les 2 jours pour échanger sur autre chose que le travail, donc avec des applications comme House Party par exemple, et de maintenir des get-together réguliers et joyeux pour maintenir une bonne ambiance. Ça, c'est hyper important. Et bien sûr, notre credo chez Libéo, c'est de communiquer le plus possible avec nos équipes de manière transparente. Et c'est ce qu'on a fait sur des choses qu'on ne peut peut-être pas partager ici parce que c'est confidentiel, mais on partage de manière très directe ce qu'il se passe pour l'entreprise et ce qu'il se passe pour l'économie en règle générale. Et pour ces informations, justement, ces projections financières, est-ce que tu conseillerais à des entrepreneurs qui seraient peut-être plus en difficulté de quand même le communiquer à leurs équipes ou de garder un certain niveau d'information pour eux pour ne pas effrayer tout le monde?
Moi, ce que je conseille, c'est d'être transparent. Je pense que il faut avoir confiance, quoi qu'il arrive, en l'avenir. L'avenir pour la tech, il reste bon. Les tendances fortes, elles ne vont pas changer malgré la crise. C'est sûr que c'est un moment difficile à vivre, difficile à passer, mais derrière, c'est probablement encore plus d'opportunités pour les solutions tech. Donc, voilà, je pense que c'est ce qu'il faut maintenir comme discours. En revanche, si du coup, en cas concret, on regarde un petit peu ce qu'il y a à faire pour le social, vous avez été nombreux à poser des questions sur le système de l'activité partielle ou congé technique, congé partiel. Donc, il a plusieurs noms, ce système. Là, ce que j'invite les entrepreneurs à faire, c'est d'être très vigilants sur cette déclaration. C'est ce qu'on va pouvoir voir et ce qui a été remonté par beaucoup d'entreprises. Muriel Pénicaud a encore annoncé très récemment que toutes les demandes allaient être acceptées. Oui, c'est vrai. En revanche, il faut se méfier puisqu'il y aura bien des contrôles a posteriori. Donc, on ne peut pas faire des déclarations abusives. Il ne faut déclarer que ce qui est réel. Et donc, typiquement, si vous êtes dans un secteur qui est peu affecté par la crise, par exemple la tech, vous aurez probablement moins de chances de bénéficier de l'activité partielle que dans des secteurs où on ne peut pas aller travailler du tout et où ça a été exigé par l'État. L'autre élément qui est intéressant à garder en tête là-dessus, c'est que c'est une déclaration qui se fait par département au sein de l'entreprise. Et donc, par exemple, une start-up tech pourra difficilement justifier que ses équipes de dev ne peuvent pas continuer à travailler puisqu'ils peuvent faire du télétravail. En revanche, c'est possible et donc pertinent de le faire pour ses équipes vente et ses équipes marketing, mais il faudra justifier d'une baisse significative du chiffre d'affaires et ce, avec des chiffres. Donc attention parce que dans quelques mois, malheureusement, on va s'apercevoir que ce sont des systèmes qui coûtent très cher et donc il y aura des contrôles et malheureusement des mauvaises surprises. Voilà. Pierre et Déborah, je me suis reconnecté en partage de co puisque j'ai mon petit opérateur qui me fait des soucis depuis hier. Si vous m'entendez, je suis prêt à répondre aux questions. Oui, on va peut-être juste finir avec Pierre et on reviendra avec toi après si ça vous va. Pierre, je trouve que tu voulais parler d'un point qui est extrêmement intéressant, effectivement, de dire aux dirigeants de prendre soin d'eux aussi, de ne pas s'oublier pour leurs équipes. Quel conseil est-ce que tu donnes, toi, aux fondateurs et dirigeants de start-up ? Ce que je donne comme conseil aux dirigeants, c'est que ce sont eux le moteur de leur entreprise et donc il faut qu'ils se préservent le plus possible. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Parfois, on n'a pas le choix et en tant que mandataire social, en réalité, on n'a pas le droit de faire passer l'objet social avant soi-même. Mais si l'on peut essayer de maintenir vos salaires, essayer de garder la tête froide, de maintenir vos honoraires, pensez aussi à vous en essayant de négocier des échéances personnelles que vous auriez, par exemple pour des emprunts personnels. C'est parfois possible. C'est une question qui a aussi été posée dans le chat. Donc, si vous pouvez le faire, essayez de le faire. Essayez de vous donner de l'air pour aborder cette phase qui va durer quelques mois de manière sereine. Une question qui est aussi posée, c'est est-ce qu'en tant que mandataire social, on peut bénéficier du chômage partiel ? La réponse, c'est non, à moins que vous soyez assimilé salarié. Et ça, c'est encore quelque chose qu'il reste à voir, à vérifier avec la directe. Ça va dépendre de votre entreprise. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous mettre en chômage partiel en tant que mandataire social si votre société ne souffre pas d'une baisse significative d'activité. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, Pierre. Je propose qu'on revienne juste à la question de François et ensuite on verra les questions qui étaient destinées à François et ensuite on verra les questions qui te sont destinées. Comme ça te laisse le temps de les screener. François, on demandait effectivement si on est face à une situation où on peut lever tout de suite mais en étant plus dilué, est-ce qu'il vaut mieux accepter ces conditions-là qui sont détériorées, ça peut être en termes de valo, il faut regarder aussi évidemment les clauses de liquidation préférentielle, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre que la crise soit passée et lever après ? Quel est ton avis ? Ouais. C'est là où j'ai été coupé, effectivement. Ce que je disais, c'est que depuis 2 ans, tout l'écosystème dit il y a beaucoup d'argent, ça chauffe, les valos sont trop élevés. Alors, tout l'écosystème, c'est peut-être plus les VC que les start-upers, évidemment. Donc, là, moi, je serais start-upper aujourd'hui. Je serais prêt à négocier la valo parce que quand vous faites les maths, vous regardez les taux de dilution et vous voyez que si vous faites une exit à peu près correcte de votre startup, que vous en déteniez 43, 47, 49%, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, moi, je vous incite à faire les maths avant de dire à votre venture capitaliste qu'il se fout de vous et qu'il profite d'une situation. Et vous vous rendrez compte qu'à la fin, ça ne change pas fondamentalement votre situation à vous.
Donc évidemment, il ne faut pas que les gens exagèrent, mais il faut se mettre à la place du venture capitaliste qui voit que de fait, le business plan que vous aviez fait n'est probablement plus celui que vous allez faire. Sauf si vous êtes dans un secteur où vous avez toutes les raisons de lui expliquer que non, la crise n'a aucun impact sur vous. À ce moment-là, on ne parle pas de la même chose. Mais voilà. Donc, Et est-ce que oui. tu penses que la baisse de valo va être rééquilibrée par des conditions annexes, notamment de liquidation préférentielle un peu plus gentilles, on va dire, pour les entrepreneurs, ou au contraire que tout va se resserrer? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Bon, les liquid pref, tu sais, c'est à peu près x1 depuis des années. Ça va pas changer à tout le monde. Ouais, il n'y a pas vraiment de raison de changer ni dans un sens ni dans un autre. Donc, non, je ne pense pas, à mon avis. Ok, très bien. Pierre, quelles questions on a du public? Alors, on a pas mal de questions intéressantes et je vais ressolliciter Evelyne, Maurice, Pierre et François. On a une question pour Evelyne sur le dispositif French Tech Bridge. Une excellente question qui est posée par Jérôme S. Quelle est la fourchette de montant prévue pour ce dispositif? On sera entre 100 000 euros et 5 millions. Et on pense qu'en moyenne, on sera plutôt sur des tickets de 2 millions d'euros. Super. Une question pour Maurice qui concerne les SCI. Les SCI sont des sociétés immobilières avec des emprunts en règle générale. Quelle aide ou quel dispositif ces sociétés peuvent, à quelle aide ces dispositifs ces sociétés peuvent-elles prétendre auprès de leurs banques notamment? Alors, je dirais que sur la partie des prêts, d'État, il y a eu certaines exonérations, mais je ne crois pas que les SCI en fassent partie. C'est tout frais, hein, c'est arrivé ce matin. C'est à négocier au cas par cas. De toute façon, il faut vraiment, encore une fois, privilégier le dialogue avec le banquier. Il n'est pas dans l'intérêt de la banque que de se retrouver avec une entreprise qui soit en dépôt parce qu'on perd tout. Hein, ça, donc, la solution, être clair dans ce qu'on peut payer et dans ce qu'on ne pourra pas payer et identifier les mesures possibles pour passer ce cap. Très bien, c'est très clair, merci beaucoup. On a une question qui revient souvent, je la pose à vous, Evelyne. Il y a beaucoup de startups qui participent aujourd'hui au webinaire qui sont très récentes, qui ont parfois moins de 6 mois, qui sont des startups qui sont promises à un bel avenir, qui malheureusement, en revanche, ne font pas de chiffre d'affaires. Quelles aides leur sont destinées? Alors, si elles ne font pas encore de chiffre d'affaires ou si elles n'ont pas de salariés d'ailleurs, elles pourront quand même bénéficier, alors soit chez BPI France du prêt soutien innovation que j'ai évoqué, soit auprès de leur banque, l'équivalent qui est le prêt garanti par l'État avec une couverture du risque à 90%. Et pour ces entreprises-là, le montant du prêt sera plafonné à la masse salariale estimée sur les 2 prochaines années d'activité, hors cotisation patronale. Très bien, c'est très très clair. Merci beaucoup. On a une question qui est aussi pour vous, Maurice. Une question qui est posée par Sylvain. Certaines banques ne jouent pas totalement le jeu selon Sylvain, puisque sa banque lui propose d'augmenter ses échéances d'ici 6 mois et non de décaler la maturité de l'emprunt. Est-ce que c'est normal et est-ce qu'on peut négocier avec la banque? Alors, on peut toujours négocier avec sa banque. Là où les banques se sont engagées à faire un report de 6 mois des échéances bancaires, il n'est pas souhaitable, ou en tout cas, il faut revoir ça. Donc, s'appuyer sur la banque dans un premier temps en lui disant que les dispositifs auprès desquels se sont engagées les banques, et j'invite à reprendre le communiqué de l'AFB, le dernier en date étant du 6 mars, le précédent du 17 mars de mémoire, et donc qui s'engage donc à ces mesures de report. Si tel n'est pas le cas, on est dans une situation de refus ou de blocage ou de refus d'accepter en fait la mise en place dans les conditions telles que prévues. Il faut saisir la médiation du crédit. Là aussi, la médiation du crédit, ça permet de nourrir un dialogue, peut-être à un autre niveau, de décrisper certaines situations. Il y a parfois juste des incompréhensions sur les termes, c'est parfois très technique. Donc voilà, utiliser dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, c'est justifié, un intermédiaire qui travaillera
en transparence avec vous et dans l'intérêt équilibré des deux parties. Très clair, super, merci beaucoup. Alors, on a peut-être 2 dernières questions et puis on pourra clôturer ce webinaire. Encore une excellente question du très perspicace Jérôme S. Quelles sont les modalités de conversion du fonds Bridge? Est-ce qu'il y aura une décote en pourcentage et si oui, de combien sur la prochaine levée? C'est une question pour Evelyne. Oui, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que les modalités sont en cours de définition. Vous l'aurez compris, on n'a pas complètement atterri encore sur ces modalités. Donc, je préfère botter en touche, mais les informations, dès que le produit sera finalisé, paraîtront et seront très précises sur ces différents points. Entendu, très clair. Une dernière question et puis on pourra clôturer Déborah. C'est une question pour François. Quels sont les secteurs qui seront les moins susceptibles d'obtenir du financement par les VC suite à cette crise? En gros, la question, je la reformule peut-être, c'est qui vont être les gagnants et qui vont être les perdants? Voilà, sur quel secteur parier en fait à l'avenir? Oui, question compliquée. Alors, je ne sais pas si on a à se projeter dans l'avenir pour l'instant. Je crois qu'on a un peu tous le nez dans le guidon. Ce qui est sûr, c'est que de façon évidente, je vais vous dire qu'en ce moment, enfin, il y a les boîtes qui vont mal. Et les boîtes qui vont mal, c'est celles qui sont dans la travel tech, qui sont dans l'événementiel, qui sont dans la food tech, parce qu'il y a des livraisons et qu'il y a de moins en moins de livraisons. Donc, tous ces secteurs vont très, très mal. C'est les plus touchés. Donc, forcément, je pense qu'il y aura de la rémanence et que c'est des secteurs où on va être un peu tendu dans le futur. Et après, tous les secteurs où, évidemment, c'est le fameux exemple Netflix, hein, mais tous les secteurs où on pense qu'on peut consommer à la maison. Le sport à la maison, en ce moment, ça explose complètement avec toutes les applications de fitness. Voilà, donc je pense qu'on a tous la réponse. Et tout ce qui peut se faire à la maison facilement est en train de monter, et tout ce qui nécessite des interactions physiques à l'extérieur est en train de baisser. Et je pense que, enfin, je ne sais pas combien de temps va durer la crise, mais le monde va changer durablement, à mon avis. Super, merci beaucoup François. Peut-être que Déborah, on peut conclure. Oui, très bien. Est-ce que je peux apporter une précision, 30 secondes s'il vous plaît, à la question de la SCI qui m'a été posée? Donc, comme c'est arrivé hier, on n'a pas encore tout regardé dans le détail, mais sur la SCI, l'arrêté du 23 mars qui a été publié au journal officiel précise dans son article 3 que les catégories qui sont exclues sont celles des établissements de crédit ou des sociétés de financement, ainsi que celles des sociétés civiles immobilières. Donc, en cas de difficulté, je renverrai vers le dialogue avec les banques et vers la médiation du crédit. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez écoutés, qui avez posé des questions, tu l'as dit Pierre, extrêmement pertinentes. On va essayer de faire une FAQ avec les questions auxquelles on n'a pas pu répondre ou qui étaient les plus récurrentes et on vous l'enverra. On l'a bien compris, hein, il s'agit de rester lucide. C'est un moment difficile. Plus vous serez lucide, plus vous pourrez l'aborder sereinement et facilement. On a la chance d'être dans un pays où énormément d'aides ont été mises en place. Utilisez-les. Restez vraiment en lien avec vos investisseurs, avec vos banquiers et puis avec les institutions qui sont vraiment là, on l'a vu, pour vous aider. Courage à tous. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Restez chez vous si vous pouvez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci beaucoup à Brega et à Libéo pour l'organisation de ce webinaire. Et puis merci à vous, Evelyne, Maurice et Pierre, d'être intervenus durant cette heure. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Déborah. Et je précise bien que le slide qui vous a été présenté va vous être envoyé. Nous allons aussi, à vous tous participants, vous envoyer, comme le disait Déborah, cette FAQ. Et bien sûr, le webinar sera disponible en replay sur YouTube. Merci à tous. Merci. Bon courage. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions tout au long de cette crise. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.